Cube Radio. Épilogue. Bienvenue dans notre nouvelle série d'épisodes sur le référendum de 1995. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Épilogue, c'est un podcast qu'on a pensé à la manière d'un épilogue. On demande aux acteurs principaux de notre histoire d'épiloguer, de réfléchir avec le recul sur les événements marquants auxquels ils ont participé pour mieux comprendre leur rôle dans l'histoire du Québec. On veut savoir si leur vision des événements a changé avec des années de recul et quelles leçons les nouvelles générations peuvent tirer de tout ça. Aujourd'hui, on amorce le premier épisode d'une série de 3 sur le référendum de 1995. Il y a 25 ans, le 30 octobre, les Québécois vont aux urnes pour décider de l'avenir du pays. C'est la deuxième fois en 15 ans qu'ils sont appelés à se prononcer sur la souveraineté du Québec. À cette époque-là, Mario Dumont, qu'on connaît comme l'animateur et le commentateur radio et télé, était le jeune chef d'un parti politique nommé l'Action démocratique du Québec, l'ADQ. Il avait seulement 25 ans. Sa formation politique est l'ancêtre de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, qui est au pouvoir en ce moment, avec comme chef François Legault. On arrive à 25 ans, ça va faire 25 ans maintenant, le dernier référendum en 95. C'était quoi ta position sur l'indépendance du Québec initialement? Ouais. Mais moi, j'ai jamais été un indépendantiste. Je me suis jamais défini comme tel. Donc, il faut vraiment voir ma position, puis plus largement celle de l'ADQ. Parlons pas du jour du vote, mais parlons de l'entonnoir, là, de la démarche qui a amené au référendum. Faut voir un parti d'où il vient. Et puis dans le camp adverse, Lisa Frula venait de se retrouver dans l'opposition officielle avec les libéraux de Daniel Johnson. Elle avait été ministre de la Culture sous l'ancien chef Robert Bourassa. Dans un célèbre épisode du Club des Ex, vous avez révélé avoir voté oui au référendum de 80. Qu'est-ce qui avait changé à ce moment-là pour que vous deveniez même vice-présidente du comité du Nord? Il faut comprendre que moi, j'ai pas été militante. Hein. Je suis rentrée intéressée par la chose politique. J'ai dirigé, en plus, la plus grosse station de radio qui était CKC à l'époque, plus grosse station radio francophone au Canada. Alors, j'ai toujours été intéressée par la chose politique, mais j'ai jamais été militante. Tu sais, quand on parle d'aller vendre des cartes et puis tout ça, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais été militante avant d'entrer en politique. Aujourd'hui, Lisa Frula, la co-porte-parole du camp du non, et Mario Dumont, un des chefs de la coalition du oui pendant le référendum, nous racontent l'entonnoir politique qui les a menés à jouer leur rôle dans la campagne référendaire. Comment ils ont choisi leur camp entre le oui et le non, et surtout, de quelle manière leur nationalisme à chacun leur a fait choisir des camps adverses. Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 1990, le nationalisme québécois est vraiment un point de convergence historique. En juin 91, Lucien Bouchard, un ministre fédéral démissionnaire devenu indépendantiste, fonde le Bloc québécois et en devient le chef. Quelques jours après seulement, avec le gouvernement de Robert Bourassa, le projet de loi 150 entre en vigueur, promettant un référendum dans l'année 1992. Bourassa veut avoir le temps d'étudier les options fédérales, puis annonce ensuite un référendum pour octobre 92. C'est là que le gouvernement du Canada lance une nouvelle ronde de négociations qui mène ultimement à l'accord de Charlottetown. Bourassa se range du côté d'Ottawa et ça cause énormément de division au sein du caucus. Tellement en fait que ça mène à un affrontement en 2 camps. D'un côté Bourassa, de l'autre côté Jean Allaire et une jeune étoile montante du Parti libéral, Mario Dumont. Dumont était le président de l'aile jeunesse du PLQ. En octobre 92, les Canadiens rejettent l'accord de Charlottetown. Pour plusieurs, l'ultime tentative de réconciliation a échoué. Pour Dumont notamment, c'est la goutte de trop et il claque la porte du PLQ. Quand arrivent les libéraux majoritaires de Jean Chrétien en 93, le climat est extrêmement tendu entre Québec et Ottawa. Chrétien a promis de laisser tomber la question constitutionnelle. Mais le bloc de Lucien Bouchard fait élire 54 députés sur 75 au Québec. Visiblement, Chrétien n'aura pas le choix. En 94, Jean Allaire, le contestataire libéral de Charlottetown,
fonde son propre parti politique, l'Action démocratique du Québec, ou l'ADQ. Il quitte quelques mois plus tard et c'est son dauphin, Mario Dumont, qui prend les rênes. Le 12 septembre, toujours en 1994, le PQ de Jacques Parizeau est élu majoritaire à Québec et la coalition souverainiste commence à prendre forme à l'horizon. C'est là que Parizeau fait passer tout le monde de la théorie à la pratique, en annonçant qu'il y aurait un référendum dans l'année qui suit. Rapidement, les dissensions commencent à apparaître. C'est que le camp souverainiste traîne la patte dans les sondages et que certains, comme Bernard Landry, Lucien Bouchard, des ténors du mouvement, commencent à remettre en doute la stratégie de Parizeau. En gros, on craint de faire peur aux Québécois. On demande à M. Parizeau de s'engager à au moins négocier avant de quitter le Canada. Pour Parizeau, c'est la stratégie condamnée de René Lévesque et c'est de la folie pure. Pour régler la crise, Parizeau invite Mario Dumont au sein de l'équipe. Avec Bouchard, Dumont raisonne un peu Parizeau, négocie et arrive à une question référendaire. Le lundi 30 octobre 1995, la question était « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995 ». Comment Lisa Frula est-elle devenue une des porte-paroles du camp du non? Comment ça se fait qu'elle accepte de défendre l'idée que le non est meilleur que le oui pour l'avenir du pays alors qu'elle-même avait voté oui en 1980? Je retourne dans les années 80, je suis dans le monde corporatif. Je travaille là je suis en marketing au niveau corporatif et je travaille pour une société de l'époque qui s'appelait MyCom, les premiers traitements de texte d'ailleurs. Et lors du référendum, je dois dire que les propriétaires, il y avait là, les actionnaires, si on veut, étaient bien énervés. Et tout le monde se posait des questions, qu'est-ce qu'il y avait avec le Québec. Puis j'ai senti aussi du côté anglophone cette crainte, cette peur, cet énervement. Et moi, j'ai toujours aimé René Lévesque, de toute façon, là, pour l'avoir vu à la télévision, puis à 13 ans, pour avoir été dans une de ses présentations sur la nationalisation de l'électricité. Là, j'avais été traînée là par le grand-père d'une de mes amies avec elle. On comprenait pas ce qu'il disait, mais on le trouvait intéressant de ton. Alors, quand j'ai vu qu'on avait brassé le Canada comme ça, moi, mon raisonnement, et le raisonnement de femme d'affaires aussi, c'était qu'on n'énerve pas le monde. On n'énerve pas le monde, on fait pas tout ce brouhaha-là pour dire non à la fin. Alors moi, j'ai dit oui, en grande partie par orgueil, puis aussi parce que je faisais confiance à René Lévesque, qui demandait d'ailleurs une permission de négocier. Hein. C'était pas une séparation carrée et nette. Alors, je me suis dit, bon, ben là, par amour propre aussi, puis par amour propre de la société québécoise, moi, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, on peut pas arriver puis dire non. Et c'est là que je me suis aperçue que, sans être convaincue, mais pas du tout, je me suis retrouvée dans les 40% qui ont voté oui, alors qu'il y en a 60% qui ont voté non. Donc, dans ma tête à moi, c'était terminé. C'était terminé. J'ai fait, c'est sûr que quand on décide de bâtir un pays puis d'en briser un autre, il va y avoir d'énormes sacrifices et des risques aussi, des risques. Alors, Monsieur Lévesque, qui était très, très prudent, a essayé de minimiser les risques. Mais 95, c'était pas ça. Et c'était autre temps, autre mœurs. Le Canada aussi s'est préparé parce que lui aussi a le droit de défendre aussi l'intégrité de son pays, de son territoire, alors que les Québécois ont le droit aussi de voir leur avenir différemment. Sauf que je me suis trouvée, moi, de conviction dans l'autre camp, ayant vécu le premier référendum de la façon que j'ai vécu.
l'ADQ avait été fondée initialement par des gens qui étaient des démissionnaires du Parti libéral dans l'abandon du rapport Allaire, dans l'abandon des revendications très nationalistes qu'avait adopté le Parti libéral au début des années 90. On a démissionné quand Robert Bourassa, finalement, est passé de revendications très nationalistes à tenter l'acceptation de l'entente de Charlottetown, qui était des miettes, là, qui étaient, le Québec ramassait un petit peu les miettes qu'il y avait sur le bord de la table. C'est comme si le Parti libéral, après un élan nationaliste, revenait au vieux fédéralisme. On démissionne. Alors, et ça, peut-être des gens l'ont pas saisi, mais il faut quand même se mettre dans l'esprit OK, on voulait que le Parti libéral arrivait presque à la souveraineté. On pensait que Robert Bourassa allait faire une démarche vers une véritable confédération et rapatriement massif de pouvoir au Québec. Tu sais, la fois, t'avais 3 choix, là. Tu votais oui. Tu votais non, ce qui voulait dire revenir avec le Parti libéral comme un peu comme des losers, excuse-moi l'expression, mais t'as quitté parce que le Parti libéral était pas assez nationaliste, puis tu reviens avec eux défendre le Canada traditionnel. Puis la troisième option, c'était l'abstentionnisme. Alors, dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des partis politiques, des gens qui sont devenus des grands champions en prenant pas position, il y en a pas légion, là. C'est la position assez difficile à tenir quand l'avenir de ta société est en jeu et que ton parti politique dit, nous, on avait des militants qui suggéraient ça, là. Et nous, on se mouille pas. Dans le référendum, on va faire d'autres choses. Disons, on va partir une ligue de pétanque là, pendant l'automne référendaire. D'après moi, ça marche pas fort, ça. Puis comment ça s'est passé au parti? Ça a dû justement ruer un peu dans certaines sphères? Il y a eu des démissions. Pas tant que ça, finalement. Ça a brassé. Beaucoup de gens se sont ralliés. Quelques-uns ont démissionné. Donc, malgré tout, c'était déchirant pour le parti, mais ça s'est quand même assez bien passé. Puis une fois là, le conseil général où on décide qu'on adhère à la question au camp du oui passé, c'était un élan. Il n'y a plus jamais eu d'hésitation ou de retour en arrière. Pourquoi le rejet du rapport Allaire a provoqué tant de perturbations au Parti libéral du Québec? Pouvez-vous premièrement nous expliquer c'était quoi, à vos mots, le rapport Allaire? Le rapport Allaire a été conçu, écrit, alors que M. Bourassa combattait un cancer très grave et son mélanome. Donc, moi, avec du recul, 25 ans de recul, je suis convaincue que si M. Bourassa avait été au sommet de sa forme, il l'aurait probablement dirigé de façon différente. M. Bourassa était très, très habile. Et il aurait pu au moins convaincre, diriger, appeler l'un, appeler l'autre, appeler son réseau, pour pas que le rapport Allaire soit, il y avait eu rejet de Mitch, la commission Bélanger-Campeau. Il fallait quand même commencer par faire un premier pas pour en faire peut-être un deuxième, pour en faire un troisième, mais tout était là sur la table du coup. Il était trop tard quand il a reçu le rapport pour faire marche arrière. Or, les jeunes qui étaient là, eux, il n'y avait pas de discussion ou de chantier de discussion avec M. Bourassa, il n'était pas là. Mm-hmm. Alors, les jeunes, ils sont partis, ils ont continué, puis ils ont monté leur espoir, et puis ils étaient enthousiastes par rapport à ce qu'ils présentaient, et puis, fait qu'à mon avis, moi, il y a eu un manque de contrôle de M. Bourassa à cause de sa maladie. On va revenir au début. Là, on était encore dans les débuts de l'ADQ. Bon, en tout cas, vous aviez pris votre décision, vous étiez positionné par rapport au dossier référendaire à l'indépendance. Ça, c'est en juin. Mais tout ça est né du rejet du rapport Allaire. C'est ce qui t'a fait quitter le Parti libéral du Québec. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer qu'est-ce que c'est que le rapport Allaire? OK.
En 82, le Québec est exclu de la Constitution canadienne, ce qu'on a appelé la nuit des longs couteaux. On signe une Constitution canadienne sans le Québec. Robert Bourassa devient chef libéral après, se fait élire premier ministre du Québec en 85, avec dans son programme, on veut ramener le Québec dans le giron canadien, mais avec 5 conditions. C'est négocié, Mulroney collabore avec Bourassa, négocie ce qu'on appelait les accords du Lac-Meech, les plus jeunes ont peut-être... Donc les 5 conditions sont dedans. Victoire pour le Québec, victoire pour Robert Bourassa, etc., avec Marion Mulroney qui avait été un allié là-dedans. Et tout à coup, là, on se rend compte de ce que Trudeau, le père, avait mis comme truc dans son rapatriement de la Constitution. Un système compliqué que même si les premiers ministres s'entendent sur un accord, il faut que dans les 3 années qui suivent, tous les parlements de toutes les provinces se prononcent là-dessus. Et là, on a découvert le beau bordel. Au Nouveau-Brunswick, une élection. À Terre-Neuve, une élection. Des nouveaux premiers ministres qui arrivent. Eux ont fait campagne en crachant sa tête du Québec, puis sur l'accord précédent, parce qu'on veut toujours dire que ce que son prédécesseur a fait pour le battre n'était pas bon, etc. Et là, finalement, après 3 ans, après 2 ans et 364 jours, là, l'accord du Lac-Meech n'est pas approuvé par Terre-Neuve, n'est pas approuvé par le Manitoba, tombe au combat. Et c'est là qu'on a... sur un mouvement nationaliste au Québec, les manifestations à peu près les plus grosses de la fête nationale qu'on a vues. Même un sondage qui, à un certain moment, a un Polaroid qui a pris la souveraineté à 72% d'appui. Des Québécois qui demandaient à Robert Bourassa, le chef libéral fédéraliste, M. Bourassa, faites la souveraineté. Donc ça, c'est l'impulsion globale. Donc le rapport à l'air, c'est Robert Bourassa est chef du Parti libéral, il a ça devant lui, et il dit, pour réagir à l'échec de l'accord du Lac-Meech, je demande à Jean Allaire, qui était un des officiers du parti, président de la commission juridique, je lui demande de réunir autour de lui là, tout un comité qui va rebâtir une nouvelle position nationaliste, la contre-attaque du Parti libéral, mais qui devenait, en étant au pouvoir, la contre-attaque du Québec à l'échec de Meech. Ce rapport-là a été adopté par les membres du parti. La commission jeunesse, on était des chauds défenseurs du rapport. Et c'est là, 1 an et demi après, que ça a été vu un peu comme une trahison. C'est-à-dire que Robert Bourassa se rend compte que le rapport à l'air, il a trop demandé au Canada. S'est placé dans une position où ça l'obligerait à aller au bout de son raisonnement puis de faire un référendum là, sur, peut-être pas la souveraineté, mais proche de, là, une forme de rapatriement de pouvoir, forcer. Moi, je pense encore que c'est ce qu'il devait faire. Forcer la main du fédéral, mais lui décide à la place de ça d'aller négocier avec Ottawa. Et là, il négocie, écoute, il n'y a plus de rapport de force, tout le monde sait qu'il ne veut pas faire de référendum à Ottawa. Et là, comme je reviens à mon image de tout à l'heure, il ramasse, là, sur le bord de la table, il y a des miettes, il les ramasse et il revient. Et donc, il veut que l'accord de Charlottetown remplace le rapport à l'air comme programme du Parti libéral. Et c'est là que Jean Allaire a démissionné, la commission jeunesse, une bonne partie a démissionné, d'autres militants aussi, d'autres officiers. C'est là qu'il y a le schisme au Parti libéral qui mène à la fondation de l'ADQ 1 an plus tard. Tu as eu une relation importante avec Jean Allaire. Il a été un personnage important dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer qui était Jean Allaire pour toi? Ben, Jean Allaire, c'est un peu l'image de la droiture. Lui, Jean Allaire a jamais voulu vraiment une carrière politique. C'est une précision importante à faire. Lui était président de la commission juridique du Parti libéral. Il était avocat. Mais il aurait peut-être qu'il avait voulu être député. Là. Il aurait pu se présenter. S'il avait dit à Robert Bourassa, et moi, je vais être candidat absolument, on y aurait trouvé un comté. Là, mais lui, il voulait pas vraiment ça. Il aimait le rôle de militant. Ce qui fait que durant une période, là, c'est rare qu'on voit quelqu'un être militant politique sans jamais vouloir devenir député ou ministre, demeurer le bon militant pendant des décennies. Ce qui est d'ailleurs la raison pourquoi M. Bourassa l'a demandé. Le Parti libéral est en crise. Les militants, parce que là, ça pensait pas tout pareil. Les militants anglophones, eux autres, disaient faut rester dans le Canada à tout prix. Les militants plus nationalistes du Parti libéral disaient écoute, là, avec l'accord du Lac-Meech, on vient de se faire niaiser. T'sais, quand tu manges une claque sa gueule, c'est pas vrai que tu vas présenter l'autre joue. Le Parti libéral était très déchiré. Donc, Robert Bourassa avait le militant exemplaire de très, très, très longue date, nationaliste, donc capable de comprendre. Parce que Robert Bourassa savait que tu peux pas gouverner le Québec si tu perds l'appui des francophones. Puis tu peux aller demander à Philippe Couillard aujourd'hui, je pense qu'il a découvert ça. Il a découvert ça lui aussi il y a 2 ans. Là, quand le Parti libéral se coupe des francophones, c'est la catastrophe. Alors ça, M. Bourassa est ultra sensible à ça. Bon,
Maintenant, Jean Allaire, après ça, est devenu un homme meurtri parce que lui, il l'a fait de son travail. Il a consulté les militants. Il a soumis un document au Congrès. Le document a été adopté par la majorité. Alors, quand le gouvernement ou quand Robert Bourassa a commencé à s'essuyer les pieds sur le rapport Allaire, donc M. Allaire a démissionné. Ça a donné lieu, d'ailleurs, à des scènes qui n'ont jamais été vues devant les caméras, qui ont été racontées à des historiens. Mais, tu sais, en réunion, M. Bourassa, M. Allaire se vous voyaient tout le temps. Mais ils se connaissaient depuis qu'ils avaient l'âge de 20 ans. Là. Ils se vous voyaient pas dans la vie, là, tu comprends? Mais c'est juste que devant l'exécutif du Parti libéral, il y avait des jeunes, il y avait des gens de tous âges, il y avait des récemment arrivés, avec le premier ministre. Ils se vous voyaient. Et le soir où ça a lâché, là, tu sais, ça se tutoyait, puis tu te rends compte à un moment donné, tu sais, t'es assis là, moi j'avais 20 ans, tu te dis, oh boy, la discussion vient de passer à un autre niveau, là, il y a le vouvoiement vient de débarquer, puis tu sais, tu sens que là, tu sais, quand on dit des petits moments très personnels, mais où l'histoire se joue, là, tu le sens, là, tu sais, comment tu le sens dans tes veines que, wow, les moteurs, là. Et effectivement, là, Jean Allaire a démissionné avec les jeunes, puis tout ça, quelques semaines après. Mais j'essaie de voir le lien maintenant avec toi là-dedans parce que je sais que vous avez eu un parcours. Là, il était dans la fondation de la DQ ensuite. Et puis, ben là, évidemment, M. Allaire n'est pas du même âge. Sa santé l'a obligé à prendre un peu de recul. Il est resté actif à la DQ jusqu'à la fin. Mais évidemment, dans des rôles parce que lui, M. Allaire, il est 40 ans plus vieux que moi. Là. Fait que, je veux dire, au fur et à mesure qu'on avançait, lui avançait aussi en âge et a joué différents rôles de plus en plus de sages invités comme conférenciers puis tout ça, mais moins dans l'action et dans l'exécution quotidienne. Comment êtes-vous arrivé au Parti libéral du Québec comme député de Marguerite Bourgeois? Ben, j'y suis arrivée parce que c'est beaucoup par Mario Bertrand, qui était chef de cabinet de Robert Bourassa, mais qui était avec moi à la Brasserie-Labatt. Lui, comme vice-président affaires publiques, moi, comme directrice du marketing. Alors, quand M. Bourassa a été ensuite couronné chef du Parti libéral, Mario l'a suivi comme chef de cabinet. Et c'est lui qui est venu ensuite me chercher pour 89. On sait que le Parti libéral du Québec on connaît la position sur la souveraineté, mais pour ce qui est du nationalisme, vous vous situez où à ce moment-là? Je me situais dans l'aile nationaliste du parti. OK. Définitivement, et c'est connu. Oui, puis j'avais un dossier formidable pour ça, qui était la culture. C'est le dossier chéri pour ça. Alors, on y croyait beaucoup, puis de se donner aussi les outils pour préserver notre culture. Alors, oui, j'étais dans l'aile nationaliste, oui. Moi, j'ai jamais eu de fibre indépendantiste, mais j'avais une fibre nationaliste. Moi, j'avais une fibre. La fibre nationaliste, c'est essentiellement deux choses. Là. Le Québec doit... Il y a un devoir pour le gouvernement du Québec de défendre l'identité, défendre la langue, défendre ce qui fait du Québec une société différente. D'ailleurs, c'était un début de Robert Bourassa dans l'accord du Lac-Mead, faire reconnaître le Québec comme une société distincte, avec des pouvoirs qui viennent avec, pas juste symboliques, mais avec des pouvoirs en matière d'immigration, en matière de culture, des pouvoirs qui viennent avec, une interprétation de la Cour suprême qui viennent avec. Donc, je veux dire, si la DQ avait été au pouvoir, probablement qu'on aurait fait les choses autrement. Mais une fois que t'es pas au pouvoir, t'es un parti qui a 6% du vote, un député. C'est pas moi qui mène la barque, là. C'est pas moi, je suis pas assis au volant. Donc, de faire partie déjà d'une coalition de 3 où on avait notre mot à dire avec le Bloc québécois, avec le Parti québécois, c'était déjà pour la DQ, disons, au moins d'embarquer dans le cockpit, là, d'embarquer dans le centre de commandement de ce qu'allait être ensuite les prises de décision, là, la question référendaire, la rédaction de la question. Si j'avais été élu premier ministre du Québec, si les gens nous avaient donné 60% du vote plutôt que 6, il n'y a rien qui aurait été pareil, mais il faut avoir la lucidité de voir ce qu'on est, ce qu'on a entre les mains, puis ce qu'on a comme pouvoir là, de levier. Compte tenu des circonstances, ça vous a permis justement de prendre le train, d'avoir justement de bien jouer vos cartes. Oui, absolument. D'avoir une influence sur la suite des choses. Et l'histoire, là, je ne sais pas, c'est toujours mal placé, mais l'histoire a quand même retenu que, tu sais,
6% des votes, mais qui était devenu, parce qu'il faut voir que durant l'année avant le référendum, après l'élection de 94, retournez voir les sondages, vous allez voir que la DQ est passée de 6, puis après l'élection à 8, puis tout à coup à 10, puis à 12. Puis... Donc, faisons un chiffron, mettons 10-12% des votes, parce que ça a même monté plus haut que ça après, mais mettons 10-12% des votes dans le cadre d'une campagne référendaire. C'est énorme, là. Dans le cadre d'un référendum qui joue, tu sais, quand M. Parizeau a commencé que le camp du oui était à 44-45%, même 43%, ses premiers sondages. Fait que, tu sais, ce 10%-là avait une influence, là. C'était la différence entre avoir aucune chance de gagner ou arriver dans la marge où tu peux gagner. Donc, c'était pas banal. On avait quand même des cartes importantes dans les circonstances d'un référendum. Vous vous êtes retrouvé comment dans le camp du non? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé là? Est-ce qu'il y a eu une conversation, une rencontre qui a été déterminante? C'est-à-dire que j'étais là en opposition. Alors, donc au Parti libéral en opposition. Et je me souviens, à un moment donné, on était à l'Assemblée nationale et il y avait... Je me souviens pas ce que c'était, mais on était au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Il y avait une réception. Il y avait une réception quelconque. Et je me souviens je pense que c'est Daniel Johnson, mais je suis pas certaine, qui m'a dit, on a quelque chose de gros pour toi. On t'en parlera la semaine prochaine. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, nous, on aimerait ça, que tu sois un des porte-parole du comité du non. J'ai dit oui, tout de suite. C'était un prolongement du travail d'opposition à ce moment-là. Oh oui, en opposition, effectivement, oui. C'était quoi l'énergie? Ben, l'énergie, c'est comme de l'autre côté, c'est fébrile, là. Et d'un côté et de l'autre, c'est fébrile. Ça n'a rien à voir avec une élection. Une élection, c'est ton parti qui fait des propositions à la société québécoise en disant mes propositions sont meilleures que les propositions de l'autre parti. Bon. Et c'est vraiment une plébiscitation pour le pouvoir. Hein? On veut avoir l'honneur de gouverner, dans le fond, parce que pour moi, c'est un honneur. Donc, mais ça, un référendum, c'est autre chose. Un référendum, d'abord, c'est beaucoup plus émotif. Il y a une question et un référendum sur faire un pays et se détacher d'un autre, avec tout ce que ça veut dire, il y a un niveau d'émotivité qui n'existe pas en campagne électorale. Qui n'existe pas. Puis en campagne électorale, en plus, le député se défend dans son comté. Hein? Donc, c'est la somme des individus dans leur comté, qui travaillent leur comté pour se faire élire, qui fait en sorte que c'est un tel parti plutôt qu'un autre qui arrive au pouvoir. Alors qu'un référendum, là, on est tous, chaque vote compte. Alors, on est tous dans le même, tu sais, dans la même discussion, soit d'un côté ou de l'autre, mais les comtés ne comptent plus parce que c'est chaque vote est utilisé à répondre à la question oui ou non. Donc, ça rend l'esprit très différent. L'esprit est très différent, c'est très émotif. On peut-tu s'imaginer à la grandeur du Québec, et je dirais même avec influence au pays, de dire, moi, je m'en vais, puis toi, ben organise-toi avec tes troupes en parlant du pays, tu sais, parce que veut pas, M. Bourassa disait toujours, on a la politique de notre géographie. Puis ça donne qu'on est en plein milieu, hein? Alors, oui, on peut se détacher d'un pays, mais c'est parce qu'on isole les maritimes aussi, là. Alors, c'est pas simple, tout ça. Donc, l'émotivité était vraiment à son comble. Ça s'est organisé comment, l'Alliance? Donc, à travers, au fur et à mesure de ces différents... Ouais. C'est organisé parce que, à un moment donné, M. Paris, quand on est rendu assez loin, là, à dire, tu sais, M. Parizeau m'a parlé, puis vous voulez vraiment, puis on va arriver à ça, puis tout ça, une entente pour le mois de juin, puis tout ça, puis j'ai dit oui. Mais là, il y a deux affaires qui se sont produites. M. Parizeau a organisé des rencontres statutaires à 3 avec les 3 chefs. Donc, Lucien Bouchard descendait d'Ottawa. Ben, moi, j'étais à Québec, là. M. Parizeau et moi, les deux, on était à l'Assemblée nationale. Donc, je sais pas à quelle fréquence, aux 2-3 semaines.
j'ai de la misère à mettre une fréquence, mais il y avait rencontre, donc, au sommet, là, au bureau de M. Parizeau. Après ça, une fois l'entente intervenue, il y avait, l'entente du mois de juin, là, une fois qu'elle fut intervenue, il restait quand même, là, t'arrivais dans le plus concret, la campagne référendaire, quel rôle moi j'allais jouer. Bon, là, maintenant, on a déterminé. Moi, je voulais pas être tout le temps avec M. Parizeau. Je voulais garder l'autonomie de mon parti. Donc, ils ont dit une journée par semaine, tu vas avoir l'autobus du oui, des rencontres communes avec Lucien Bouchard. Tu sais, des décisions, il y en a eu à prendre. Il y a eu aussi, je veux dire, à un certain point, des points de désaccord. Tu sais, exemple, là, quand... il y avait le fameux préambule qui avait été écrit par Jean-François Lisée, préambule à la question référendaire, un peu poético-quétaine, à mon avis, là, avec lequel moi j'avais un profond malaise. Mais tu sais, à un moment donné, tu cèdes, mais tu te dis je serai pas là. Tu comprends? Moi, je vais être très occupé ailleurs. Voilà une date où je suis très occupé ailleurs au Québec, dans une autre région, et j'étais juste pas là. Puis tu sais, c'est sûr que j'ai l'air de me vanter en disant ça, mais les 2-3 affaires sur lesquelles j'ai vraiment accroché, là, parce que moi, mon pif, je sais, j'ai l'air prétentieux, mais je me suis pas trompé, cette affaire-là de préambule, ça a tourné au ridicule. Les fonctionnaires, quand M. Parizeau disait, on va rembaucher tous les fonctionnaires fédéraux, là, on va leur promettre ça pour avoir des votes en Outaouais. Moi, j'étais pas d'accord. Je disais, on n'arrête pas, on vend à la population qu'on va éliminer des doublements de juridiction, puis on dit qu'on va prendre tous les fonctionnaires. Il me semble que c'est contradictoire, puis j'ai dit, moi, je pense qu'on va perdre plus de votes à Québec qu'on va en gagner en Outaouais. Retourne voir les résultats le soir du vote. Le oui a été très, très, très décevant à Québec, puis en Outaouais, il a été comme prévu. Mais bon, c'est facile à dire après, mais tu sais, c'est des points où il y a eu des désaccords, mais en bout de ligne, M. Parizeau était premier ministre. Il y a quelques points comme ça où il y a eu le dernier mot, puis on s'est contenté de dire, M. Parizeau, c'est vous qui allez l'annoncer, moi, je serai pas là. Mais je veux revenir à la question référendaire. Il y a le fameux « après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique ». Ça, pour toi, c'était non négociable. C'est ça. Ça, c'était le clou, c'était le cœur, effectivement. Dans le prochain épisode, comment il y a eu un retournement de vapeur avec l'arrivée de Lucien Bouchard? Puis comment ça se fait que les libéraux du Québec croyaient que Jean Chrétien allait leur nuire s'ils commençaient à se mêler de leur campagne? C'est à suivre dans le prochain épisode d'Épilogue. Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.